ce que je vous propose, je déroule ce que j'ai là, c'est un vrai sujet. 4 principes pour l'accueil des nouveaux collaborateurs. Je voudrais que vous ayez ces principes en tête et surtout, j'ai une solution, ou en tout cas un truc que j'aime bien développer derrière. Premier principe qu'il faut avoir en tête, on a un petit peu parlé, le cerveau humain n'aime pas les surprises. Le cerveau humain n'aime pas les surprises. On dit, ah, c'est pas vrai, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Je vous assure, on a fait des tests. Je prends toujours cet exemple. Vous rentrez à la maison et votre meilleur pote ou votre femme vous a organisé une fête surprise. Et vous avez 5, 10, 15 amis qui sont à la maison. C'est vos meilleurs amis, hein, vous êtes contents. Pendant quelques secondes ou pendant quelques minutes, selon la situation et le jour, vous allez vous dire, péché, c'est pas ça que j'avais prévu. C'est une surprise, c'est une bonne surprise, c'est vos meilleurs amis. Vous allez avoir un temps de réaction qui fait, vous devriez être content. Oui, mais je ne l'ai pas prévu. C'est pas la même chose que si on m'a dit, ce soir, il y a des gens qui viennent à la maison, et je m'en réjouis à l'avance. D'ailleurs, j'ai passé ma journée à attendre, et quand je rentre chez moi, il y a bien mes amis qui sont là, et je suis très content. Et là, je vais être pleinement content. Le cerveau humain n'aime pas les surprises. Je vous emmène courir avec moi, je vous emmène faire du sport. Je vous dis, on va aller courir. Ça va être quoi votre première question? Voilà. Et là, je te dis, fais-moi confiance. Non, je veux savoir. Même si c'est beaucoup. Mais je veux savoir. Et si je ne le sais pas, régulièrement, on arrive bientôt, c'est bientôt fini, quand est-ce qu'on s'arrête? Si moi j'ai prévu 12 bornes et qu'on est à 4, tu commences à me dire quand est-ce qu'on arrive, ça va être long. Hein. Si je t'ai dit c'est 12 et là on n'en est qu'à 4 et encore 2 fois ça, tu le sais. T'apprécies pas. Mais au moins tu le sais. Et si je te dis fais-moi confiance, prends tes baskets, je pense que tu vas trouver, je me suis fait mal et tu vas trouver une excuse pour pas venir. Ouais, exactement. T'as pas envie, t'en as peur. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Il est important, quand quelqu'un démarre, de lui expliquer le parcours qu'il va y avoir. Il est important de lui expliquer le parcours pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et qu'à l'inverse, quand il connaît le parcours, si je te dis on va faire 12 km et tu verras au bout du kilomètre 3, on verra ça, il y a un beau paysage. Au bout du kilomètre 6, il y a le plus vieil arbre du coin. 3 km avant l'arrivée, on va surplomber le parking, on pourra voir les voitures, tu vois, la vue est magnifique. Et puis sur le dernier kilomètre, il y a une descente. Je t'ai donné plein d'indicateurs qui font qu'au fur et à mesure qu'on court, tu vois ces choses-là et tu vois ta progression. Donc tu sais comment on avance. Pas de surprise. Et de fait, c'est rassurant. Deuxième principe, ce qui est évident pour moi ne l'est jamais pour l'autre. Ce qui est évident pour moi ne l'est jamais pour l'autre. Ça, c'est une anecdote que j'ai eue d'un stagiaire. C'est la sœur d'un stagiaire qui me raconte. Son frère avait des amis qui l'invitaient, et sa mère, paraît-il, fait une soupe qui est extraordinaire. Et donc, il appelle sa mère pour dire, c'est quoi la recette de ta soupe? Donc, sa mère lui explique comment on fait la soupe, les différents ingrédients, etc. Très bien. Le lendemain, il se rappelle, alors comment c'était? Écoute, c'était bien, mais j'ai pas retrouvé le truc, j'ai pas retrouvé la soupe, c'était pas ça. Ah bon, pourquoi? Ils regardent les ingrédients, ils font le point ensemble. Et elle dit, non, écoute, t'as bien mis tout ce que je fais d'habitude, je comprends pas pourquoi t'as pas réussi. Puis il discute de différentes choses comme ça. Il dit, mais les épluchures, t'en as fait quoi? Et là, le frangin dit, quelles épluchures? T'as quand même épluché les légumes. Ah non, tu me l'as pas dit. Parce que c'était tellement évident que je te le dis pas. Et ça, c'est le risque que vous pouvez avoir. Et plus on est haut dans la structure, plus tout est évident, ce qui n'est pas pour l'autre. Ça aussi, c'est un point très très important. Toujours se dire, en communication, j'avais une boîte de com et le truc que j'ai retenu, c'est qu'en communication, ce qui est important, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que l'autre a compris. Et je dis bien, c'est ce que l'autre a compris. Parce que si l'autre, en effet, au lieu de mettre les deux gobelets, il les a mis comme ça et pas comme ça, première chose que tu dois te dire, c'est est-ce que je lui avais dit comment les mettre? Non. Alors, c'est pas étonnant qu'il l'ait mal fait. Et de fait, si je me dis ça, je vais certainement pas réagir de la même manière que commencer à lui gueuler dessus, alors que lui dit, mais tu me l'as pas dit. Ce qui fait que j'ai l'air bête, parce qu'une fois que j'ai gueulé sur le gars qui me dit, oui, mais tu me l'as pas dit, c'est moi qui suis pleinement en tort. Donc, toujours d'abord se demander quelle est la vérité de mon message. Autre anecdote là-dessus, je la fais vraiment rapide. Je discutais avec deux personnes qui me demandaient les règles du foot américain parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc évidemment, je leur explique les règles du foot américain par rapport au rugby, machin, plein de choses. Et j'arrive à la fin, ils me disent, mais on n'a toujours pas compris l'objectif. J'ai dit, l'objectif, c'est d'amener le ballon dans la end zone pour marquer un essai. Et ça faisait quand même 10 minutes que je leur parlais. Hein. Et ils me disent, ah bon, il y a un ballon? J'avais juste oublié ce détail. Ça paraît tellement... Tout le monde sait. Bah non.
plus c'est évident, plus c'est dangereux. Plus c'est évident, plus c'est dangereux. Donc, il est important de partir de la base. Je crois qu'il vaut mieux expliquer quelque chose très simplement à quelqu'un qui dit « Non, mais c'est bon, je sais », et avec 2-3 questions, je vérifie, que de partir sur le principe qu'il sait, de parler facilement, et de fait, ça semble tellement simple ce que tu racontes, est tellement évident, que l'autre, il n'ose même pas t'interrompre. Si je lève la main, visiblement, on est 5 autour de la table, les 5 font « Ah ouais, d'accord, très bien, je suis seul à pas comprendre », je dis rien, et je reste dans mon erreur. Vaut mieux que je parte plus bas, avec des personnes qui disent « Non, mais ça c'est clair, ça on a compris », qui surenchérissent, et tu vas aller plus loin que le contraire et de partir. Il y a un biais du cerveau, vous connaissez les biais du cerveau? Un biais, c'est notre cerveau a 250 erreurs de fonctionnement qu'on connaît, mais qu'on ne peut pas empêcher. On sait que c'est comme ça, mais on ne peut pas empêcher. Si on demande aux gens, il y a une étude qui est faite là-dessus, si on demande aux gens s'ils s'estiment meilleurs conducteurs que la moyenne, dans la moyenne ou moins bons conducteurs, la plupart des gens vont dire qu'ils s'estiment meilleurs conducteurs. Mathématiquement, tu ne peux pas avoir tout le monde au-dessus de la moyenne, ça ne marche pas. Et tu leur expliques que c'est un biais, que tout le monde s'estime au-dessus. Tu reposes la question, les gens vont dire « Si, moi je suis au-dessus ». Voilà, c'est un biais du cerveau. Il y en a plusieurs. Et il y a un autre biais, c'est le biais de proximité. Plus on est proche de quelqu'un, moins on communique bien avec lui. Pourquoi? Parce que si on est proche de quelqu'un depuis longtemps, on pense qu'on sait ce qu'il pense, et on pense qu'il sait ce qu'on pense. Et on fait des raccourcis. Et c'est là où on tombe dans le défaut là. Et ça, plus on est proche de quelqu'un, si on découvre quelqu'un qui est un inconnu, on va lui expliquer les choses dans le détail. Si c'est quelqu'un qui en travaille souvent, on fait des raccourcis. Et on crée des erreurs. Donc attention à ça, toujours se rappeler, ce qui est évident pour moi, l'est jamais pour l'autre. Faire de son mieux ne veut pas dire qu'on fait bien. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. Faire de son mieux ne veut pas dire qu'on fait bien. Tout le monde fait de son mieux, je le crois sincèrement. Mais ce n'est pas une condition de réussite automatiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que si je confie un nouveau à tel ou tel collaborateur, je suis sûr que votre collaborateur va faire de son mieux pour l'accueillir et pour le former. Tu en as peut-être un qui va être très avenant, très sympa, très cool, mais qui ne va pas lui expliquer les bonnes choses. Peut-être un autre qui va être très carré, très structuré, mais qui ne va pas être cool du tout. Et peut-être que les deux vont te décourager ton nouveau. Et quand tu vas aller les voir, ils vont dire j'ai fait de mon mieux. Et c'est vraiment sincère. Mais est-ce que tu as vérifié d'abord leur capacité à former? Est-ce que tu as vérifié d'abord comment ils allaient faire? Ou est-ce que tu t'es contenté de dire tu vas y arriver? Oui. T'es sûr? Oui, oui. Bon, c'est bon, ça va. Et c'est seulement après ton troisième gars qui est passé par ses mains, et le troisième gars qui a démissionné au bout de 24-48 heures, que tu dis il y a peut-être un problème avec le formateur. Comment tu as vérifié d'abord? Vérifier que, et tout le monde va faire de son mieux. Ce n'est pas suffisant. Et dernier point, tout est difficile avant d'être facile. J'ai déjà dit, je le répète encore, tout est difficile avant d'être facile. Et il y a cette phrase que j'aime bien, tu verras dans 2-3 ans, tu trouveras ça facile. Il n'y a rien de plus décourageant à dire à quelqu'un. Hein. Moi, je suis en pleine galère, tout ce que tu me demandes est compliqué. Ce que vous faites au quotidien, c'est probablement simple, parce que c'est évident, parce que vous avez l'habitude. Quelqu'un qui démarre, tout ce que vous allez lui apprendre est une difficulté. Tout ce que vous allez lui apprendre est une difficulté. Savoir où on range telle chose à tel endroit, c'est une information nouvelle. Donc son cerveau doit travailler à retenir la chose. Retenir quelque chose de nouveau, ça demande plus un effort que d'utiliser quelque chose que vous savez déjà, que vous avez déjà appris. Donc tout ce que vous allez expliquer est un effort. Tout est compliqué, tout est difficile. Quand vous faites une recette de cuisine la première fois, c'est plus difficile que la deuxième fois. La deuxième fois, c'est plus facile. La troisième, encore plus. Et au bout d'un moment, c'est simple, on n'a même plus besoin du livre. Tout ce que vous allez demander est un effort. C'est important de s'en rappeler parce que là où vous vous dites il faut qu'on avance, il faut qu'on bouge, vous avez quelqu'un qui est dans l'effort permanent. Soyez bien conscient du décalage qu'il y a entre la facilité que vous avez et la difficulté qu'il rencontre. Parce que si vous n'êtes pas conscient de cet écart, vous allez peut-être lui en demander plus qu'il ne peut digérer. Et c'est ce qui fait qu'à le soir, au bout du deuxième jour, vous recevez un SMS pour dire stop, j'arrête. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que ce que j'observe, c'est que souvent, on passe une annonce quand on a déjà besoin de la personne. Très, très, très souvent, les entreprises qui recrutent, recrutent au moment où on devrait déjà avoir la personne sous la main. Donc, on est déjà dans des mauvaises conditions pour recruter la personne. On va recruter dans l'urgence, ça veut dire qu'on va faire le choix par défaut. On ne choisit pas la personne dont on a besoin. Combien de fois j'entends « mais j'avais pas le choix ».
Ça, c'est une phrase clé. Hein. Faites attention, quand vous utilisez cette phrase, mais j'avais pas le choix, demandez-vous vraiment si vous n'avez pas le choix. Ou si vous avez fait par facilité, toute relative. Et dans le recrutement, c'est vraiment le cas. J'avais 3 CV, j'ai pris le moins pire des 3. Mais les 3 te plaisaient? Non, 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 j'en ai pris un parce que j'avais pas le choix. Donc, tu viens de te mettre un boulet à la cheville en prenant quelqu'un où tu sais que ça va pas le faire. Oui, mais j'en ai pas d'autres. Qu'est-ce qui est le pire quand on recrute quelqu'un qui n'est pas à la hauteur? Devoir le payer. Devoir le payer, t'as raison, mettre à niveau. Les deux sont liés, très bien. Les deux sont liés, c'est très bien. Le pire, c'est que quand j'embauche quelqu'un et je sais qu'il va pas être à la hauteur, je vais arrêter de chercher un autre. Parce que je vais essayer de former le nouveau, je vais tout faire avec, je suis en train d'investir. Au bout d'un moment, je dis j'ai assez investi, maintenant il faut qu'il rentabilise. Donc je viens de m'accrocher un boulet à la cheville, quelqu'un qui ne sera jamais à la hauteur, je le sais, mais le fait de l'avoir fait rentrer va limiter la chance de trouver la bonne personne. Je le prends pas, je suis en panique, je suis en galère, donc je vais chercher quelqu'un d'autre. Ne pas prendre la mauvaise personne, c'est augmenter la chance d'avoir la bonne. Prendre la mauvaise personne, c'est limiter la chance d'avoir la bonne. C'est compliqué. Complètement, ça me va. Complètement. Mais justement, ça veut dire que je continue à recruter, etc. Quand on est conscient de ce qu'on dit là, moi tu me dis, j'ai pas le choix, je le prends lui, j'ai 1 mois et demi, ou j'ai 2 mois de période d'essai, j'ai prévu qu'il finira pas les 2 mois. Ok, c'est discutable, mais je comprends complètement. Et tu te dis, j'ai 1 mois de plus pour trouver quelqu'un. Fais-le, complètement. Mais le prendre en disant, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai quelqu'un, maintenant j'arrête les recrutements, c'est une erreur. Mais le choisir de le prendre. C'est très bien. Attention, le provisoire, le temporaire doit avoir une date de fin. Le provisoire, le temporaire doit avoir une date de fin. Quand vous mettez quelque chose en place en attendant que, sans date de fin, c'est un truc qui pérennise, qui dure trop longtemps. Tu finis ton déménagement, tu mets un carton avec les trucs qui restent. Je verrai ça plus tard. Tu as mis une date au plus tard? Non. Ce carton-là, tu sais qu'il va traîner pendant des semaines, pour pas dire des mois. Voire peut-être même tu vas le redéplacer au prochain déménagement tel quel. Quelle date tu as mis? J'ai trop d'exemples. J'ai trop d'exemples de gens qui sont à 70-80%. On se dit, bah, c'est déjà pas mal. Il fait 80% du boulot, c'est déjà bien. Et puis les 20% qui restent, je le fais ou je demande à quelqu'un d'autre de le faire. Ce qui est très bien, c'est quand tu as un collaborateur qui fait que 40 ou 50%. S'il est vraiment nul, tu vas t'en débarrasser. Quand il fait 80%, là, tu te poses la question de dire, bon, c'est pénible, hein, c'est pas top. Mais en attendant, il fait quand même tout le reste. Et c'est là où tu as un problème. Parce que comme il fait presque tout, tu commences à t'habituer à avoir quelqu'un qui fait presque tout, mais que tu payes totalement. Et c'est ce qu'on disait hier, quand tu fais du recrutement permanent, quand tu as un CV de quelqu'un qui potentiellement peut être meilleur que lui, tu vas lui mettre la pression plus facilement. Si tu n'as pas de CV, je sais que la réalité fait que tu te dis, ah, il fait quand même 80%. Et que si tu arrives au taquet à la limite, les 20%, tu les absorbes d'une manière ou d'une autre et tu rentres dans cette habitude d'avoir quelqu'un qui bosse à 80%. Encore une fois, vraiment sincèrement, je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que tu mets en place pour te dire comment je mesure, comment je progresse, comment je vérifie qu'il est à 80 et plus ou qu'il est toujours que à 80? À quel moment je dis, bon, ben là, ça fait trop longtemps qu'il est à 80 et je prends des décisions par rapport. Il faut juste être très carré par rapport à ça. Et ça fonctionne avec tout ce qu'on a dit avant. Si on prend de la hauteur, je suis dans le contrôle, je suis dans le pilotage, je suis dans l'accompagnement, j'ai des chiffres. Si par contre je suis trop sur le terrain, je n'ai pas l'occasion de me rendre compte. L'activité, l'urgence va faire que je vais compenser les 5, 10, 15% qui manquent des uns et des autres. Si par contre tu te mets dans un optique de contrôle et de pilotage, pas de dépannage, de contrôle et de pilotage, je suis là pour vérifier que vous faites bien votre boulot. Non, mais t'es juste un chef. Bien sûr, bien sûr. Mais si je vais sur le terrain pour voir, c'est pas la même chose que si je vais sur le terrain pour faire. C'est juste bien. Je pense que vous en êtes de plus en plus conscient et c'est très bien. Je vais dépanner quelqu'un dans une urgence et en fait, à la fin du service, je vais pouvoir venir te voir et te dire, OK, qu'est-ce que tu as observé de bien, qu'est-ce que tu as observé de pas bien et pourquoi tu es allé sur le terrain. Si tu me dis, je suis allé sur le terrain parce qu'on était dans le rush, il fallait filer un coup de main, je dis, bah, t'as pas fait ton boulot. Si tu me dis, je suis allé sur le terrain parce qu'on était dans le rush et j'en ai profité pour voir ça, ça, ça et ça. Et d'ailleurs, derrière, je vais avoir un point avec machin et un point avec bidule sur ces deux éléments-là que j'ai observés. Je te dis, là, tu es pleinement dans ton rôle de manager. Mais si tu as juste fait que le service se passe bien pour dire à l'équipe, les gars, on a bien dépoté, heureusement, j'ai rattrapé un peu les trucs, tu n'as pas fait ton boulot de manager, tu es descendu d'un cran là où tu n'aurais pas dû.
Et la différence, elle peut être fine. Hein. Mais moi, je vous en voudrais jamais, en plein rush, de dire je ne peux pas aller filer un coup de main à l'équipe, j'ai 2 entretiens à faire. Ben ouais. Parce que quand tu fais ton boulot de recrutement, tu laisses les autres faire leur boulot. Ah, mais on a eu beaucoup de monde. Ben ça arrive. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour gérer les problèmes du client pendant que toi, tu t'occupes de l'avenir. Ouais, je sais, je le répète. Hein. Alors, si tu fais 15 avec 11, alors que tu avais prévu de faire 10 avec 13, tu dois féliciter. Je reprends tes chiffres. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. Mais féliciter, non, mais... Alors, je dois féliciter, encourager. Et quand les gars, et justement, je dois aussi, à un moment, me poser la question, me dire, mais en fait, les 2 qui manquent, en quoi ils sont nécessaires? Alors, attends, mais je continue. Tu as fait 15 000 avec 13 au lieu de faire avec l'effectif qui était complet. Je félicite ceux qui sont là, je les remercie. Je leur explique que c'est leur job et que s'ils ont été dans le rush, c'est pas à cause de moi qui n'étais pas disponible, c'est à cause des absents qui sont pas là. Et c'est important de mettre ça en place. Et c'est important de le dire, que l'équipe puisse voir avec les autres pour dire, les gars, quand vous n'êtes pas là, on est dans la merde. Je suis d'accord. Moi, je vais lui dire. Moi, je vais devoir voir la personne pour dire, sois consciente que quand tu n'es pas là, ça a une répercussion sur l'équipe. Il l'entend pas, c'est autre chose. Première chose. Mais je dois lui dire. Le reste de l'équipe va probablement pas lui dire, je suis d'accord avec toi. Mais le reste de l'équipe va lui faire comprendre. Et ça, je te garantis que c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils vont être moins cool, moins sympas. Mais pour que ça fonctionne, il faut que moi, je donne l'autorisation. En fait, aujourd'hui, on est rentré dans un schéma très gentil où tout le monde protège tout le monde. Moi, je suis pour que je protège mes gars quand ils font tout ce qu'il faut. Quand un gars fait une erreur ou qui tombe sur un client qui est pas cool, je vais protéger mon équipe, je prends soin de mon équipe. Mais quand un gars ne fait pas son boulot, je ne le protège pas. Et aujourd'hui, il y en a trop de situations où on protège. Il y a trop de situations où quelqu'un n'est pas dans son assiette ou n'importe. Ouais, mais lui, il a une excuse. Oui, mais si, oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Tu as fait ton job ou tu n'as pas fait ton job? Si tu n'as pas fait ton job, je te le dis. Et quand les autres me disent, ouais, mais Stéphanie, c'est quand même un boulet, je dis oui, tu as raison, Stéphanie, c'est un boulet. Je ne cherche pas à la protéger, je ne cherche pas d'excuses. Je dis pas, tu n'as pas à dire ça. Je dis oui, tu as raison, Stéphanie, c'est un boulet. Et si tu as un problème, tu vas voir Stéphanie. Oh non, je veux pas. Ok. Mais c'est important de débloquer la situation. On protège trop les gens. On prend trop à vouloir couvrir. Et je sais que toi, tu es un gentil et tu serais capable, si Stéphanie a une bonne raison, et il peut y avoir une bonne raison. Hein. Et la bonne raison, ça peut être son chien qui est malade. C'est une bonne raison. Et donc Stéphanie, elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans le truc, etc. Et toi, tu vas être capable peut-être de la protéger en disant, non mais comprenez, elle a un souci dans sa famille, machin. Ok. En attendant, elle nous a quand même mis dans la merde. Non, après, la différence, le souci, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là. Donc j'insiste, je dois lui dire. 2, j'autorise les gens à savoir que si on est dans l'embarras, et j'insiste bien, c'est pas parce que moi je ne suis pas sorti du bureau, moi j'étais dans mon bureau pour faire mon boulot. On est dans l'embarras, pas à cause de moi, on est dans l'embarras à cause de ceux qui n'étaient pas là. C'est important de le répéter, juste qu'ils le sachent. Ce que j'ai observé, c'est que toi, tu vas demander à ceux qui ne sont pas là de faire un effort, tu vas leur faire remarquer, tu vas le dire à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on a dit hier? Quand on met de la pression à quelqu'un, soit il rentre dans le rang, soit à un moment, tu dis, tu me saoules et il s'en va. Et de fait, il libère de la place pour la bonne personne. Je vais le voir, je vais dire mon gars. Oui, mais parce que les équipiers et les managers n'ont pas compris le rôle de chacun. Si les équipiers, et c'est assez naturel ce que tu dis là, si les équipiers ont la croyance que le rôle des managers, Scander compris, c'est d'être présent sur le terrain quand il y a un problème, il est tout à fait normal que quand il y a un problème, ils ne comprennent pas que vous soyez sur le terrain. Voilà. Si par contre les équipiers ont compris que leur rôle, c'est de vous permettre à vous de ne pas être sur le terrain parce que vous avez autre chose à faire. Mais ça se... Je reste sur la théorie, on arrive à mettre ça en place parfaitement. Tu as ton manager qui peut être absent. C'est un monde parfait, c'est un monde différent. Mais ton manager est absent parce qu'il est malade ou parce qu'il y a un congé qui est posé. Oui. Si ton équipe elle est formée correctement, elle n'a pas besoin du manager. Oui. Mais si un récital de temps en temps, et j'insiste bien, si un récital de temps en temps, le chef d'orchestre n'est pas là, parce que justement, encore une fois, il est malade ou parce qu'il a posé ses congés. J'ai besoin d'un autre chef d'orchestre. Je vais nommer quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous avez des managers. Et si un jour on a vraiment un problème, en plein service, tout est en route, le manager est appelé parce que sa copine vient d'être appelée à l'hôpital et il dit écoute, je veux aller à l'hôpital. Tu dis écoute, vas-y, ça sert à rien que je te garde. Si j'ai une équipe qui est compétente, elle n'a pas besoin du manager une fois de temps en temps. C'est pas grave. Et elle va gérer. Si le manager est indispensable,
il a mal fait son boulot. Ça dépend des équipes. Ça dépend des Non, équipes. justement, toujours pareil. Encore une fois, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. J'insiste bien, c'est pas une critique. Si le manager dit j'ai une équipe qui n'est pas autonome, le manager doit se dire je n'ai pas fini la formation de cette équipe. C'est ça la réalité. J'ai mal embauché ou j'ai mal formé. C'est les deux seules situations pour lesquelles tu peux pas déléguer. J'ai mal embauché, j'ai mal formé. Ça, c'est valable dans le cas du. Alors, pourquoi ça s'applique? Garde ton idée, hein, garde ton idée. Pourquoi ça s'applique? Parce que ça s'applique parce qu'à chaque fois que vous allez descendre, je vous la fais autrement. Je prends la maman en témoin. À quel moment les enfants font leur lacet tout seuls? Le jour où tu arrêtes de le faire. Si à chaque fois que ton gamin il vient en disant fais-moi lacet, tu le fais parce que c'est trop compliqué pour lui, il va toujours te trouver une excuse en disant j'ai essayé mais j'y arrive pas, il y a le bus qui vient arriver, et de fait, à chaque fois que tu vas faire le lacet, il ne fera pas l'effort. Donc à chaque fois que tu dis à l'équipe j'arrive, parce qu'il y a une raison pour que j'arrive, tu leur envoies le message qui est je suis là pour vous dépanner. Et de fait, ils ne se mettent pas dans la bonne condition, dans la bonne situation. La plupart, c'est vraiment dans beaucoup de situations, tout domaine d'activité confondu. On embauche quelqu'un dans une boîte pour faire un job, et ça peut être tourneur-fraiseur, ça peut être commercial, ça peut être avocat, et parce qu'il est bon dans ce job sur lequel il y a une formation initiale qu'il a suivie pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on lui dit maintenant tu vas passer manager. Et bien dans 95% des cas, les situations que je vois, c'est des gens qui disent j'étais bon là, il faut que je sois super bon dans ce même métier parce que je suis manager. Alors qu'on ne lui a pas dit non mais en fait tu changes de métier. Là je te demande plus de faire, je te demande de faire. À chaque fois que je te vois avec un ustensile à la main, que je te vois derrière ton tourneur-fraiseur, en train avec ton gars qui est à côté pour lui montrer comment faire, à chaque fois que tu touches à l'appareil que tu ne dois plus toucher, tu dois te prendre une décharge électrique, quoi. Attends, mais moi, c'est mon métier. Ah non, maintenant, ton métier, c'est manager. C'est plus technicien. Et ça, 95% des cas, c'est des mecs qui sont techniciens, et eux, ils pensent qu'ils sont techniciens plus. Et ce qu'ils adorent faire, c'est montrer aux techniciens ce qu'il faut faire pour bien faire. De fait, ils forment pas, ils montrent. Ça marche pas pareil. Je fais la transition avec ça, parce que je regarde l'heure, mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Tout ce que tu dis là, c'est le côté naturel des choses. Oui. Si j'encadre pas, rappelez-vous une chose, et j'aime beaucoup cette phrase, hein, les gens ne font que deux choses. Ce qu'ils aiment ou ce sur quoi ils sont contrôlés. Ce qu'ils aiment ou ce sur quoi ils sont contrôlés. Si je contrôle pas un collaborateur, il va faire ce qu'il aime. Alors soit je l'ai tellement bien choisi que je l'ai choisi parce qu'il aime ce dont j'ai besoin, et j'ai pas besoin de le manager, soit il y a un écart et ça justifie le rôle du manager. Si je n'embauche que des gens qui aiment ce que je vais leur demander de faire, il n'y a pas besoin de mettre de manager. C'est ce que je trouve dans les associations. Dans une association, quand ton trésorier, généralement, c'est un comptable qui dit écoute, moi je veux bien m'occuper de la trésorerie, je sais faire. Tu le laisses faire. Il a envie, lui, de faire, il le fait en bénévole. Et la preuve, il le fait en bénévole, il ne se fait même pas payer pour. Parce qu'il aime ce qu'il va faire. La difficulté que vous avez, c'est que vous prenez des gens pour leur dire j'ai besoin que tu fasses un truc qui va pas te plaire, mais j'en ai besoin, c'est d'ailleurs pour ça que je te paye. Et tu as pris un engagement, tiens-le. Et je ne vais pas baisser mon niveau d'exigence par rapport à ça. Mais si tu ne contrôles pas, il y aura des dérives. C'est normal et naturel. On revient sur le contrôle dont on parlait tout à l'heure. Systématique et automatique. Ça, alors, je vous le montre, c'est un exemple et qui n'est pas complètement adapté ou autre, mais c'est ce que devrait être une semaine d'intégration. Quand je vais intégrer quelqu'un, le lundi, la personne va arriver. La première chose, c'est que dans un premier temps, je vais la recevoir. Et j'insiste sur cette étape-là qui est super importante. J'ai un client qui est dans le BTP. Et dans le BTP, quand il accueille un nouveau, je dis bah, tu fais comment pour l'accueillir? Il dit généralement, voilà, on achète des croissants, on sait qu'on a un nouveau, on va prendre le café ensemble, je lui présente l'ensemble de l'équipe, je lui montre qui est le chef d'équipe qu'il va avoir aujourd'hui, et puis il part avec le chef d'équipe, et puis voilà, c'est comme ça que ça démarre, quoi. Mais on prend le temps, on l'accueille, c'est sympa, c'est cool. Je dis bah, c'est déjà très bien. Mais je dis à quel moment maintenant tu imagines, tu prends la personne dans ton bureau, et avant de présenter qui que ce soit, tu dis comment tu anticipes cette journée, qu'est-ce que tu attends de cette journée, pourquoi tu es là. Est-ce que c'est, si c'est des sous, parce qu'on parlait de jeunes à ce moment-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait le choix d'être là, qui est sur une voie de garage, qui est poussé par ses parents? Il est content d'être là, il ne l'est pas. Et je vais m'intéresser à la personne. C'est-à-dire qu'avant de me concentrer, parce qu'on est dans l'urgence, à le rendre opérationnel le plus vite possible, je vais d'abord m'intéresser à lui. Ça change tout. Et c'est une histoire de 10 minutes. 10 minutes où je vais dire pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches.
On a probablement parlé pendant l'entretien d'embauche. Mais pendant l'entretien d'embauche, on sait que dans 90% des cas, la personne, elle veut quoi? Vous plaire et être embauchée. Ça y est, maintenant, tu es embauché. Donc viens, on va prendre un moment. On s'est vu il y a 3, 4, 5 semaines. Maintenant, tu es là. Comment tu as dormi hier? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Entre il y a 5 semaines et aujourd'hui, c'est passé des choses dans ta vie? Non, non, c'est cool. Mais je m'intéresse à la personne. C'est presque rien, mais je m'intéresse à la personne. Et je commence pas par lui dire, voilà ce que j'attends de toi pour le boulot. En fait, tu ne m'intéresses pas, toi, humain, tu m'intéresses comme ressource. Et aujourd'hui, les gens, ils apprécient ça moyen. J'ai bien aimé ton expression. Spontanément, on fait bof. Si tu t'intéresses pas à moi, c'est compliqué. Petite anecdote sur le mot ressource, et vous allez comprendre plein de choses. Le management, ça vient des États-Unis. Le mot management, ça vient des États-Unis. Et la plupart des théories des bouquins viennent des États-Unis. Pourquoi? Parce que la relation manager-manager, employeur-employé, n'est pas la même qu'en France. Aux États-Unis, je vous emploie, à un moment, vous me saoulez parce que j'estime que vous n'êtes pas à la hauteur de l'engagement que je demande. Je vous explique que ça tombe bien, il est midi moins 10, à midi, vous prenez vos affaires, et puis vous ne revenez pas à 14h. Voilà, point. Et ça se découvre comme ça. Vous allez me dire, oui, mais attends, je paye mon loyer, c'est pas mon problème. Donc j'ai des collaborateurs qui savent qu'ils sont une ressource, ils ont cette conscience. Si je ne suis pas utile à l'entreprise, je me fais dégager. Donc déjà, ils bossent d'une manière différente. Et on parlait de la culture et de l'investissement, etc. Ça met un état d'esprit différent lié à ça. Ça marche dans l'autre sens. Je vous parle mal, je vous saoule à un moment, vous me dites, écoute, stop, moi je ne reviens pas cet après-midi. Non, non, tu peux pas, moi tu es sur le planning cet après-midi, il y a des trucs qui sont prévus, j'ai des rendez-vous, je compte sur... M'en fous, tu n'avais qu'à mieux me traiter, je m'arrête. Point. Donc j'ai intérêt à prendre soin de l'autre et à faire attention et à pas lui parler n'importe comment. Et là, quand tu comprends ça, toutes les règles de management, elles te paraissent évidentes. Nous, en France, tu dis à quelqu'un, si t'es pas content, c'est pareil, de toute façon, tu as un mois de préavis, tu peux pas partir. Donc tu vas faire la gueule pendant un mois, mais tu vas quand même faire le boulot, moi ça me laisse le temps de me retourner. C'est bien, mais de fait, c'est pas cohérent avec les règles de management. Sauf que, aujourd'hui, on en vient à ce schéma, où tu as un jeune qui te dit, je reviens pas demain, tu dis, non, tu n'as pas le droit. Je viens pas demain quand même. Hein. Donc de fait, on arrive au management. On arrive au management. On arrive à des gens où si tu leur mets un peu de pression, ils te disent c'est comme ça, je viens pas, ça tombe bien en fait, j'étais en train de te dire que je te veux plus, parce que si je te mets la pression et que tu la tiens pas, tu m'intéresses pas. Mais je dois aussi prendre soin des gens, parce que si je prends pas assez soin d'eux, ils disent je reviens pas, et moi j'ai perdu. Si j'ai personne dans mon équipe, je vais pas aller très très loin. Je vais tenir peut-être le service tout seul parce qu'il y a des gens exceptionnels, 3 jours, à un moment, faut dormir, quoi. On a besoin des autres. Eh bien, je suis pleinement d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Je ne peux pas garder quelqu'un qui ne respecte pas une règle comme celle-là. Donc, il n'y a pas photo. Si la personne... Je ramène ça à du sport. Je vais jouer au foot et je vais voir ton équipe. Alors, tu m'excuseras, j'ai mon cousin qui joue avec nous et mon cousin, il n'est pas doué. Ça ne te dérange pas? Lui, il court avec la balle dans la main parce qu'il n'arrive pas à gérer avec les pieds. Ça ne vous dérange pas? Voilà, ça fait... tu te dis, attends, mais c'est n'importe quoi. Il y a une règle, tu respectes la règle ou tu joues pas. Tu es en train de dire la même chose, c'est tout. Et ça, il faut le rappeler. Et si en effet, tu n'es pas d'accord pour jouer au pied parce que tu veux jouer avec les mains, va au rugby. Puis c'est pas grave, au revoir. Mais je ne peux pas faire l'entre-deux, c'est pas possible. À partir du moment où je le tolère, si je vois et j'ai écrit à la Ligue, je lui ai imposé ça, la Ligue est d'accord, tiens, j'ai un papier. Même si lui, il est d'accord parce qu'il connaît mon cousin ou n'importe, il y a automatiquement au moins un joueur en face qui va dire, moi je joue pas. C'est quoi ce truc? Tolérer un mauvais collaborateur, c'est le meilleur moyen de démotiver les bons. Si j'accepte un truc que tous les autres respectent, Mon exemple préféré, vous êtes à un feu, vous êtes arrêté à un feu, il y a une dizaine de voitures avec vous, il y a une voiture qui arrive, qui remonte tout le monde, qui passe le feu rouge et qui part. Vous pensez quoi? Voilà, spontanément, j'en veux au mec. Tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a un policier qui est au pied du feu et qu'il n'a pas bougé. Vous dites quoi? Mais tu vois, j'en veux plus à lui, j'en veux aux flics. Il y en a quand même quelques-uns. Mais tu vois, j'en voulais au mec et finalement, j'en veux au responsable de l'autorité. Je vais voir le flic, je dis, écoutez, monsieur, vous avez vu le gars? Et il dit, oui, je sais. Je l'ai déjà arrêté 2-3 fois, je lui ai expliqué. Il m'a expliqué qu'il avait une bonne raison. Il ne le fait pas toujours. De temps en temps, il le fait. Quand il le fait, c'est qu'il a une bonne raison. Donc, je sais que c'est lui. Je sais qu'il ne le fait pas toujours. Donc, je ne dis rien. Vous faites quoi le coup d'après?
Et ben voilà. Et ben voilà. Mais non, mais tôt ou tard, je vais commencer à le faire. Je vais le voir passer, ben moi je vais passer derrière. Et si le flic à ce moment-là, il m'arrête moi et il met une amende, vous faites quoi? Je crée l'injustice. Voilà. Faciès. Mais vous voyez le truc? Et spontanément, quand je raconte pas cet exemple comme ça, on pense que nous, managers, c'est-à-dire le flic qui est au pied du poteau, on est cool. Parce que comme j'ai dit, mais il le fait pas toujours, il a une bonne raison, je comprends, j'explique aux autres, t'énerve pas. Ben, c'est pas cool du tout, ça énerve tous les autres. Le truc, c'est de faire respecter la règle, point. S'il y a une règle, il y a une règle. Une règle est bonne jusqu'à ce qu'il y en ait une meilleure. Ça veut dire qu'une règle, elle est en place. Et si je vois, par l'expérience, par plein de choses, qu'elle a besoin d'être... Aux États-Unis, quand tu arrives à un feu classique, tu peux tourner à droite au rouge s'il n'y a pas de voiture. Voilà. Sauf si c'est marqué ne pas tourner à droite. Mais de fait, quand tu arrives au feu rouge, au début, c'est surprenant, tu as les mecs, le feu rouge, ils partent à droite. Putain, les mecs sont gonflés. Non, c'est légal. Tu le fais devant un flic, il n'y a pas de problème. Parce que la loi dit ça. Mais si la loi, elle te le dit pas, tu le fais pas. Oui, mais aux États-Unis, ils le font. Désolé, monsieur, t'es en France. Tant que la France n'a pas mis une loi qui dit vous avez le droit de tourner au feu rouge si vous pouvez, bah, tu ne l'appliques pas. Donc une loi est bonne jusqu'à ce qu'il y en ait une meilleure. Et tant qu'il n'y a pas la meilleure, c'est la loi en place. Le jour où on dira bah, tu n'as pas besoin de mettre de Charlotte, on verra. En attendant, tu dois mettre une Charlotte. Je veux pas. Ben, tu peux pas travailler avec nous. Et vraiment, c'est aussi simple que ça. Quelque part par chance, elle a posé ça et puis elle est partie. Je dis quelque part par chance, parce qu'elle aurait pu dire je la mets, et tous les jours, tu as la même discussion, parce que tous les jours, elle essaie de ne pas la mettre. Là, au bout d'un moment, c'est ton manager qui dit moi j'en ai marre. Ton manager qui tous les jours se bat avec quelqu'un juste pour qu'elle mette la Charlotte, et je lui dis tous les jours. Deux options, il pète un plomb ou il pète un plomb. Il pète un plomb et à un moment il va lui hurler dessus et vous allez avoir un problème parce que l'autre va dire t'as vu comment il me parle? Et tu peux, même si la raison, tu la comprends, tu peux pas l'autoriser à, ou il pète un plomb et il laisse tomber. Il dit, ben, elle fait. Moi, elle, je m'occupe plus de la Charlotte. Et je viens de tolérer que quelqu'un ne mette pas la Charlotte. Et si j'ai toléré pour un, il y en aura d'autres. Donc, tu as de la chance qu'elle soit partie. Et tu vois, je dis, tu as la chance, avec toute la difficulté de recrutement. Mais je préfère qu'elle parte, qu'elle libère la place et que tu es la bonne personne, plutôt que d'avoir quelqu'un qui te pourrit l'équipe en étant là. J'essaie de vous donner cette hauteur-là. Encore une fois, vous voyez, je répète, mais encore une fois, l'équipe est plus importante que le client. Parce que quand tu as la bonne équipe, tu serviras ton client. Quand tu n'as pas la bonne équipe, cette personne-là, elle peut te bousiller ton service. Et quand tu as un client qui revient en disant pourquoi il y a des cheveux dans mes frites, et que tu sais à cause de qui, là, ton service, il est foiré. Oui, mais il est très bon. Mais il est très bon. Il est très bon. Parce que celui-là, il n'est même pas discutable. Il y a d'autres choses qui peuvent être le cas. Donc, c'est important de reparler de ça. Et justement, c'est ce qui vient tout de suite derrière, attitude et politesse. Dans la première heure, dans la première rencontre avec la personne, je veux que le directeur, le responsable, il passe un moment avec la personne pour dire voilà comment ça fonctionne chez nous, voilà ce que j'attends des gens. Et on va parler du B à bas. C'est-à-dire tout ce qu'on dit là qui est évident pour vous, mais qui n'est peut-être pas toujours pour l'autre. Rappelez à quelqu'un que quand on démarre à 8 heures, ça veut dire que tu dois être là équipé avant 8 heures. Que ce soit 8h moins 2, 8h moins 15, je m'en fiche, mais quand tu démarres à 8 heures, tu dois être prêt à 8 heures, pas arriver à 8 heures. Et la personne va certainement vous dire oui, oui, c'est évident, bien sûr, je vous garantis, c'est mieux de l'avoir dit. Et tu vas avoir plusieurs points comme ça, qui sont ceux que vous connaissez, parce que vous connaissez un peu les profils, les personnes, etc. Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je préconise, c'est d'avoir un parrain, une marraine, de quelqu'un qui était là et qui va prendre le relais. Parce que le démarrage, le B à bas, vous coûtez trop cher pour l'expliquer. Vous avez quelqu'un qui... La formation par Fred, module 1, tu prends le truc le plus facile à faire dans une cuisine. Et tu as Fred qui va pouvoir expliquer à ton nouveau ce truc-là, parce que Fred, il sait le faire. N'importe qui sait le faire. Si n'importe qui sait le faire, ne passez pas une seconde à l'expliquer. Quelqu'un d'autre peut le faire. Vous avez mieux à faire. Vous coûtez trop cher pour ça. Donc Fred va expliquer comment on fait. Et comme Fred a expliqué ce truc basique, dès le lendemain, là, il y a formation, là, il y a application. Dès le lendemain, la personne, elle commence à faire. Je vais avoir plus de temps de formation au début, puis ensuite, je vais évoluer vers plus d'applications. Donc, dans un premier temps, avec la personne, et puis après, toute seule. Et étape par étape, en ayant choisi d'abord les éléments les plus faciles à maîtriser pour aller vers le plus complexe, je mets des modules progressifs. Je mets toujours des quiz de contrôle. Je dis bien des quiz de contrôle.
C'est-à-dire qu'à un moment, je pose la personne avec un truc, un QCM, n'importe. Mais je vérifie à l'écrit que la personne a compris les éléments. Lui dire comment ça se passe ou dire ça se passe bien, j'estime que ça se passe bien, c'est pas la même chose que de prendre quelqu'un puis de lui faire écrire les règles de sécurité. Encore une fois, ça peut être un QCM, un questionnaire au choix multiple. Vous prenez les règles de sécurité, vous demandez à ChatGPT de vous faire un QCM dessus. En 10 minutes, c'est fait. Hein. Vous prenez les consignes qui sont écrites, tu prends les consignes quick, tu les passes dans ChatGPT, tu dis fais-moi un quiz là-dessus, il vous le fait tout seul. Et vous avez 2-3 feuilles que vous faites en quiz. La personne, elle répond, bah, c'est cool. On a bien fait notre boulot, il a bien appris, on a bien transmis, on est sur des bons rails, ça se passe bien, c'est cool. Ce quiz-là, que j'ai annoncé en disant, tu auras un quiz 2 fois dans la semaine et la semaine d'après, comme il est annoncé, c'est pas une surprise, comme il se passe bien, je peux dire, allez, bravo, top, super. Le questionnaire de 5 minutes, alors moi je mets en quiz parce que voilà, c'est une façon, mais tu peux très bien avoir toi un entretien avec la personne de 5 minutes et lui poser des questions, voir comment il répond. S'il répond à l'aise, bah, tu sais qu'il maîtrise, et tu peux encore le valoriser, lui dire, écoute, super, c'est un très bon démarrage. Si tu vois qu'il bégaye et qu'il n'est pas à l'aise et que c'est pas cool, encore une fois, c'est pas pour l'incriminer, c'est pour se dire, waouh, on est à 2 jours, il est déjà en train de déraper, il va falloir qu'on se reprenne, on n'est pas bon là. Et peut-être qu'il est tombé dans un rush, etc., mais on va rattraper le coup. Parce que sinon, dans 3 semaines, on va se rendre compte que le mec, il est noyé et que de fait, c'est un boulet pour l'équipe. Et c'est notre faute. Je corrige tout de suite. Et le soir, je fais des points avec les gens. Alors, débrief avec le parrain, débrief avec le collaborateur. Alors, débrief avec le parrain. Moi, dans la journée, je le vois pas, le gars. Hein. C'est un nouveau, il voit les différentes personnes. J'ai différentes personnes qui s'occupent de le former et tout. Moi, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Le soir, je fais le point avec les gens. Ils me disent, non, il est bien, c'est top. Un vrai plaisir. Ok, nickel. Premier soir, les gars, ils disent, il râle, il traîne des pieds. Ok, bon, peut-être le premier jour. Deuxième jour, pareil, on a le programme que je lui ai donné, comme ça, lui, il connaît les étapes, il voit les éléments, il sait comment il avance. Ça se passe bien. Je fais un point avec le parrain. Le troisième soir, après le quiz, je vois lui. Moi, c'est qu'au bout du troisième jour que je le vois lui, pour qu'il me dise comment ça se passe. Pourquoi? Parce que les parrains m'ont dit comment ça se passait, bien ou pas bien, mais peut-être que lui n'a pas osé leur dire que ça se passait pas bien. Donc, je lui donne l'opportunité de me le dire à moi. Les équipes m'ont dit que ça se passait bien, je le rencontre, il me dit que ça se passe bien, le quiz s'est bien passé, c'est probablement ce qui va se passer la plupart du temps, et c'est très bien, c'est que ça se déroule bien. Mais la personne, elle a surtout l'impression qu'on s'occupe bien d'elle pour démarrer. C'est pas, est-ce que tu sais nager? Bonne chance. Si tu te noies, fais-moi signe. Vous voyez le ridicule de la chose? On a besoin d'accompagner les gens. Et quand on fait ça, on leur donne les bonnes habitudes. On n'attend pas que ça dérape pour s'intéresser à eux. Au contraire, on crée des situations pour dire ça se passe bien. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de formations, il y a de plus en plus d'applications. Et encore une fois, j'ai régulièrement des tests, des quiz, etc. Et ce que j'aime bien, à la fin, alors je vais mettre autant de tests que nécessaire, et je pense que dans les matrices de quiz, vous avez déjà pas mal de choses qui peuvent vous aider par rapport à tout ça. Dernier jour, je fais un débrief avec les collaborateurs, avec les gens qui l'ont formé, qui ont passé du temps avec lui, plus que moi, avec le parrain. Et dans mon cas, hein, c'est les autres qui prennent la décision de le garder ou pas. Pourquoi c'est les autres qui prennent la décision? Parce que les équipiers qui lui ont filé un coup de main et le manager qui l'a encadré plus que moi, ils sont quand même plus à même que moi de savoir s'ils ont envie de bosser avec lui ou pas. 1, est-ce qu'ils veulent le garder, est-ce qu'ils ont envie? 2, s'ils décident de ne pas le garder, ils sont conscients qu'il va y avoir un trou dans le planning et dans la raquette le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre. C'est à eux de décider. Et s'ils décident de dire non mais c'est compliqué mais on le garde quand même, je ne veux pas en entendre parler. Hein. Vous prenez votre responsabilité. Vous décidez de le garder, je vous fais confiance. Vous allez le gérer, je vous fais confiance. Vous voulez lui donner sa chance, peut-être un cas particulier, je sens que... Ok, je vous suis les gars. Mais vous avez décidé de le garder, je ne veux pas en entendre parler. Si je dois intervenir, c'est vous qui aurez des comptes à rendre. C'est pas lui qui a un problème, c'est vous qui l'avez gardé. Mettez les gens dans leur responsabilité. Si vous faites ça bien et que vous avez bien fait comprendre à vos managers que c'est eux qui vont prendre la décision, etc., que tu es dans le recrutement permanent et que tu as d'autres CV, tu as de bonnes chances que là ou là, tes gars te disent on va l'arrêter tout de suite. On ne va pas perdre du temps à former la suite, alors qu'on sent que ça ne va pas le faire. Je préfère qu'on recommence à zéro tout de suite et on a tout le programme, tout est prêt.
Fais venir le gars qu'on avait mis en numéro 2, là. Si on se dépêche, il est encore disponible. Si j'attends 3 semaines, 6 semaines, 1 mois, bah, le mec, il est plus dispo. Mais si par contre, tout de suite, au bout de 3 jours, on arrête et je fais venir le suivant, et que mon équipe m'a dit, on le dégage, on reprend, c'est l'équipe qui gère ça. Moi, ça me prend pas de temps, ça me prend 1 heure pour l'accueillir, ça me prend un petit peu de temps pour faire le point avec mes équipes, mais j'ai pas ma semaine qui est désorganisée parce qu'il y a un nouveau qui arrive. C'est le boulot des managers. Et de fait, j'ai beaucoup moins de préoccupations quand j'ai des rotations d'équipiers parce que j'ai des managers qui gèrent les gens. Le rôle des managers, de fait, vous le comprenez bien, c'est pas de faire que le service tourne bien. Le rôle de manager, c'est de former les équipiers. Et pour que les managers forment les équipiers, il faut que moi, je trouve les équipiers. Je me préoccupe de ce qui va se passer dans un mois pour pouvoir donner aux gars les équipes dont ils ont besoin dans la semaine pour que les gens fassent le quotidien. Si j'ai pas le temps de faire ça parce que je file un coup de main aux équipes, bah, je me saborde l'avenir. Je rends service sur le moment, il n'y a pas photo. J'ai des équipes qui me disent merci, il n'y a pas photo. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, je vais le faire perdurer parce que je n'ai pas préparé la suite. Si par contre je dis aux équipes, écoutez, je me débrouille, je dois passer d'autres CV, j'ai fait 80 CV, j'ai pas les retours qu'il faut encore que je vois des gens, je vais encore passer. Non, ouais, mais on fait comment le service? Vous vous débrouillez les gars, parce que je vous rappelle que je vous embauche pour régler ce problème-là. Oui, mais on n'est pas assez nombreux, j'y travaille. Vous préférez quoi? Que je vous file un coup de main et que je n'ai pas de solution au problème? Ou que je travaille à la solution du problème et que je vous laisse dans l'embarras 1 jour, 2 jours, 3 jours de plus? Mais de fait, il faut leur expliquer. N'oubliez pas une chose, hein, là on vient de passer presque 4 heures à parler de tout ça. On a déjà parlé de ça avant. À chaque fois que vous allez résister à faire ce que spontanément vous avez envie de faire, il y aura une évolution. Même si c'est moins bien. J'ai voulu faire ce que tu as dit Damien, je l'ai laissé se débrouiller, c'était une catastrophe. Ok, pourquoi c'était une catastrophe? Mais il n'avait pas compris ça, ça, ça et ça. Pourquoi il ne l'a pas compris? Ah, parce qu'il était mal formé. Ok, tu changes, tout va changer autour de toi. Tu ne changes pas en espérant que les autres grandissent, évoluent, tu les empêcheras toi-même de grandir en fait. Parce que tu vas entretenir l'habitude avec toi. Donc tu veux du changement, mais si tu veux du changement, ça doit d'abord passer par toi. Toujours. Et quelque part, c'est le plus difficile. Et moi, mon job, c'est aussi de vous aider, de vous pousser à faire ce changement. Je dis toujours, un coach sportif, tu prends un coach sportif, si c'est un bon coach, il va te faire des trucs que tu n'as pas envie, il va te faire sortir de ta zone de confort et le lendemain, tu as des courbatures. Si tu as trouvé que c'était sympa, que tu n'as pas de courbatures, tu n'as même pas trouvé ça difficile, il t'a pas fait grandir. Tu as fait ce que tu savais faire et ce que tu as l'habitude de faire, donc tu n'as pas progressé. La progression, elle est toujours dans la difficulté. La progression, elle est toujours dans la difficulté. Vouloir éviter la difficulté, c'est ne pas atteindre la progression. C'est obligé. Quand tu fais quelque chose de nouveau, c'est toujours plus compliqué. Donc si tu te dis, ah non, j'ai pas le temps, je vais faire ce que je fais d'habitude, bah, si tu fais ce que tu fais d'habitude, tu ne progresses pas. Ah mais si je progresse, ça va être compliqué. Oui, parce que c'est une condition pour progresser, ça doit être compliqué. Il y a plein de gens qui sont malheureux et qui n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la difficulté. Je respecte, hein. Vous discutez avec des gens qui vous disent, ah mais moi, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Tu as cherché un job en fonction, tu as repris des études, tu fais des heures en plus, tu te couches plus tard pour apprendre des trucs. Ah non, c'est compliqué, j'ai pas le temps. Ok. Donc tu veux quelque chose, mais tu fais pas ce qu'il faut avec. Ah mais c'est trop dur. Ah, on n'a jamais dit le contraire. Donc tu n'auras jamais ce que tu veux. On est entouré de success stories. Quand tu regardes les sportifs de haut niveau, aujourd'hui on te met des Mbappé, des Messi, des machins, on te donne des exemples. T'as vu, regarde, ils jouent au foot et ils gagnent des millions d'argent, moi je voudrais faire pareil. Et si tu t'intéresses un peu au sport, tu sais le boulot qu'ils ont fait avant, quoi. Messi, on l'a toujours su, c'est le mec, c'est le premier arrivé, c'est le dernier parti. Il y a, comment il s'appelle, mince, je cherche le nom du un basketteur américain, celui qui nous a plié aux Jeux Olympiques. Curry. Curry, je me suis intéressé un peu au personnage. Le mec, il est extraordinaire, hein. Il est adorable, il est exemplaire et tout. Je n'avais pas aimé, la première fois que je le vois, c'est pendant le match avec l'équipe de France. Il tire la gueule, il nous plante, c'est qui se connaît. Ah non, non, c'est un mec extraordinaire,
mais c'est un bosseur de fou. Les shoots qu'il met, oui, mais à chaque fois les shoots, boum, il les met dedans. J'ai vu des entraînements qu'il fait, il fait que ça, que ça, que ça. Et il y a très peu de gens qui font autant d'efforts pour obtenir le résultat. Les gens veulent le résultat, mais ne veulent pas tous les efforts. Ça ne marche pas. Donc, si vous voulez du neuf dans votre vie, passez par l'épreuve difficile. Si vous ne passez pas par l'épreuve difficile, vous n'aurez jamais le résultat que vous voulez. Et ça, passez-le à vos collaborateurs. Passez le message aux managers et passez le message aux équipiers. On revient sur ce qu'on disait au début. Vos équipiers, aujourd'hui, c'est peut-être probablement justement des gens que vous pouvez leur donner une vraie chance, une vraie opportunité de démarrer quelque chose, d'apprendre autre chose et de les former peut-être. Alors, peut-être qu'ils ne resteront pas chez vous pendant plus de 4 ans ou 5 ans, ce qui est déjà énorme, mais peut-être que vous pouvez faire un tremplin énorme pour la suite, parce que s'ils apprennent la rigueur, la mise en responsabilité, la prise d'initiative, etc., et que ça devient des collaborateurs appréciés par d'autres, ben, vous avez changé la vie de quelqu'un. Je fais juste une petite parenthèse, mais pourquoi je mets autant d'énergie, de passion dans mon métier? C'est que vous êtes responsable de votre bonheur, vous êtes responsable du bonheur de tous les gens que vous avez en dessous de vous, et vous êtes responsable du bonheur des familles de tous ces gens. Si tous les gens avec qui vous bossez, qui sont en dessous de vous, s'éclatent dans leur boulot, il y a de grandes chances que quand ils rentrent à la maison, ce soit des gens agréables dans leur quotidien. Et si c'est des gens agréables dans leur quotidien, il y a des chances qu'ils apportent du bonheur dans leur famille. Je suis vraiment sérieux avec ça. Parce que l'inverse est vrai. Si vous avez des gens qui râlent toute la journée, ils vont ramener du malheur chez eux. Ils vont râler chez eux. Et comme ils vont râler chez eux, ils vont râler chez vous. On est responsable du bonheur des gens qu'on encadre. Il y a un gars que je suis depuis peu, Bob Chapman, qui est extraordinaire. Le mec est multimillionnaire, il a monté tout un groupe de sociétés aux États-Unis. Et il a eu une révélation. En fait, il a une révélation, c'est-à-dire que c'est un comptable à l'origine, et plus orienté sur les chiffres que sur l'humain. Et il va à un mariage, et il a une révélation pendant le mariage. Il voit le père qui amène la mariée jusqu'au futur marié, et qui confie sa fille, donc probablement son bien le plus cher, le bien, la personne sur qui il a le plus investi, mis du temps, de l'argent, enfin tout ce qui a été le plus important dans sa vie jusqu'à maintenant, il la donne à quelqu'un d'autre. Et cette personne prend cette responsabilité de continuer cette responsabilité, cet amour, etc. Et il a eu la révélation de dire, mais en fait, tous les salariés que j'ai dans ma société, il avait une société à l'époque, tous les salariés que j'ai dans ma société sont les fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. Et sont des gens qui viennent avec des problématiques, avec des besoins. Et en fait, ils me confient leur vie, et leurs parents comptent sur moi pour qu'ils développent leur vie. Et à partir de là, il a complètement changé sa manière d'être avec les gens. Avec tout ce que je vous raconte, le sens des responsabilités, etc. Moi, j'ai retrouvé des choses de tout ce que je raconte. C'était extraordinaire de voir que ce mec, il a appliqué tout ce qu'on dit là, en exigence, etc., en écoute et compagnie. Et aujourd'hui, il a plusieurs dizaines de sites de production, il est multimillionnaire, il donne des formations sur le sujet. Enfin, c'est un truc assez extraordinaire. Tout ce qu'on raconte là, ça marche. Et ils n'ont pas de problème de recrutement parce que les gens veulent venir chez eux. C'est-à-dire que les collaborateurs font la pub en interne. Tu cherches un job, viens chez nous c'est top. Alors tu bosses, hein, tu cours, tu machin, mais tu sais pourquoi, tu sais comment, tu es responsable, et les mecs sont responsables de leur poste. Et les gars, il a des anciens dedans, ils en interrogent un. Le mec, son surnom, c'était Dark Vador, tellement le mec n'était pas très apprécié. Parce que le mec disait bonjour. Il disait, moi j'étais un mec dans mon coin, je disais bonjour à personne, je venais, je pointais, je faisais mon boulot, je pointais, je partais, point. J'avais pas de contact avec les uns et les autres, je suis pas là pour me faire des amis. On l'appelait Dark Vador. Et le gars, à travers tout ça, les discussions qu'il a pu avoir ce gars, les managers, etc., petit à petit, il dit ça a tout changé, et ça a changé ma vie chez moi. Il dit j'ai réalisé que ma femme qui m'a quitté il y a X années, c'est de ma faute. Je lui en ai voulu pendant des années. Avec tout ça, j'ai compris qu'en fait, c'était moi qui revenais en râlant tous les jours, et tous les jours, c'était insupportable. Il dit aujourd'hui, je fais attention avec ma nouvelle femme pour ne pas refaire la même chose. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc je veux juste, voilà, je mets cette parenthèse, mais on a une responsabilité bien plus importante que simplement assurer les résultats pendant un rush. Ça va bien au-delà de ça. Et vous êtes assez humain et intéressé sur l'humain pour comprendre ça. Donc moi, je vous mets vraiment la pression, j'insiste, je vous mets la pression pour que vous fassiez grandir vos managers, pour que vos managers fassent grandir les équipiers, pour que vous ayez des gens qui soient efficaces et heureux.
C'est pas que les résultats. Les résultats sont l'indicateur de tout ça. Quand vous aurez des gens compétents et qui s'éclateront à venir, les résultats ils viendront tout naturellement derrière. Imaginez un service où systématiquement, tous vos équipiers ont le sourire. Systématiquement, même quand un client il est tendu, énervé, ça devient une anecdote. C'est-à-dire qu'on va dire, j'ai eu mon score, c'est moi qui ai eu le pire aujourd'hui. Mais on n'en fait pas un truc dramatique. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'un client compliqué peut vous faire sauter tout un service, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va fondre en larmes, qui va vous faire un pataquès, ça va être un drama pendant tout le service. Toi, tu es enfermé dans le bureau avec l'autre qui en pleure. Wow, c'est juste un client qui était mauvais poil, quoi. Ça arrive. Et on sait qu'aujourd'hui, les gens peuvent être vraiment de mauvaise foi, à la limite, quoi. Parce que le burger, il n'est pas assez cuit ou parce que tu n'as pas assez de frites, plutôt que de venir en disant excusez-moi, j'en ai pas eu beaucoup, vous pourriez m'en rajouter avec le sourire, quelqu'un il va te sauter à la gorge. Tu as un accident de voiture, tu as quelqu'un qui te cartonne sur un refus de priorité. Tu as deux possibilités, hein. Tu sors de la voiture en hurlant, ou tu sors de la voiture en demandant si tout va bien et s'il n'y a pas de blessés. Tu as deux schémas différents derrière. Qu'est-ce que je décide de faire? Ce sera toujours lié à nous. Comme tu dis, le plus dur, c'est ça, c'est changer notre fonctionnement, quoi. On est dans la relation humaine. Je vends du management et du leadership parce que c'est ça qu'on achète, et que si je mets expert en relations humaines, je suis pas sûr que je ferai autant de clients dans l'entreprise, tu vois. Voilà. Mais on est sur de la relation humaine, c'est bien au-delà. Mais là où on cogite, on réfléchit, on oppose des idées, etc. depuis maintenant un certain temps, c'est pas leur cas, hein. La difficulté dans les formations en management en général, c'est pas la partie théorique, c'est la mise en pratique. C'est quand je retourne et je vais voir mon manager et dis hey, dorénavant, tu gères ça. Et l'autre, la première réaction, c'est non. Pourquoi? Parce que je vais changer son habitude. Et la première réaction au changement d'habitude, c'est le refus. C'est juste normal et naturel. J'ai un copain qui disait, je lui disais le petit-déj, si déjà on change un truc dans votre petit-déj, dans votre rythme le matin. Et j'ai un copain qui prenait ça en exemple en séminaire, j'aimais beaucoup, il disait, ce soir vous faites un test, quand vous rentrez et que vous allez vous couchez de l'autre côté du lit pour voir ce qui se passe. Donc déjà, tous les gens disent, pourquoi enfin, moi, ça me dérange de ne pas être de mon côté du lit. Et vous allez voir la réaction de l'autre, dont la première réaction, c'est de dire, mais dégage de mon côté. Attends, c'est bon, c'est le même lit, c'est la même chambre, je vois pas où est le problème, quoi. Si, c'est ma place. Donc la difficulté, c'est non seulement de changer soi, mais d'imposer le changement aux autres. Il va pas se faire naturellement et spontanément, ça va pas être accueilli spontanément. La première réaction, c'est de dire, mais attends, si toi, manager, quand j'ai un problème, tu viens pas m'aider, vous allez entendre cette phrase. À quoi tu sers? Non, t'as pas compris que justement, je suis pas là pour te dépatouiller de tes problèmes. Tu es là pour me dépatouiller de mes problèmes. Et ça, on oublie de le dire. C'est le b.a.-ba. Je comprends complètement, moi, les collaborateurs qui viennent taper à la porte et qui disent j'ai un problème, tu peux m'aider? Ben non. Si je gère ton problème mieux que toi, ça ne me sert à rien. Encore une fois, hein, tout ce que je vous dis là, il va falloir le transmettre aux autres. Moi, j'ai passé un temps à vous convaincre autant que possible. Encore une fois, eux, non. Donc, ils sont dans leur position ils sont dans votre position il y a 4 heures. Si on veut qu'il y ait une évolution, il faut expliquer pourquoi. Et il y a toujours une bonne raison. 3 principes de base. Il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. Il n'y a que des causes et des conséquences. Les relations humaines sont jamais définitives et tout le monde fait son mieux. Ça, c'est mes 3 principes de base. Il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. Que des causes et des conséquences. Ça se passe bien, on a fait ce qu'il fallait. Ça se passe pas bien, on n'a pas encore fait ce qu'il fallait. Les relations humaines sont jamais définitives. Si ça se passe pas bien aujourd'hui, vu que les relations humaines sont pas définitives, on peut le rattraper. Attention, si ça se passe bien aujourd'hui, ça peut déraper. C'est pas parce que j'ai l'équipe parfaite que c'est gagné, c'est fini. Et troisième, tout le monde fait de son mieux. J'insiste bien, tout le monde fait de son mieux. Et vous pouvez me prendre les exemples des collaborateurs. Généralement, quand je dis tout le monde fait de son mieux, il y a toujours quelqu'un qui dit tu connais pas machin. Oui, je sais que machin, c'est un système de défense qu'il a en place. C'est un système de fonctionnement. Sa priorité est ailleurs. Il préfère donner du temps à sa famille qu'à son travail. Ça peut s'entendre. Il préfère donner du temps à son association qu'à son travail. Ça peut s'entendre aussi. Il peut préférer donner du temps à ce jeu vidéo qu'à son travail. Ça peut s'entendre aussi. Mais lui, il a une bonne raison. Il pense que l'équilibre, il est là. Encore une fois, un enfant qui a 5, c'est pas parce qu'il voulait avoir 5. Il pensait qu'en travaillant peu et en jouant beaucoup, ça passerait au talent. Hein, la phrase, hein au talent.
Et bien, au talent, tu t'es payé 5. Bon, bah, comment tu fais autrement? Mais c'est pas qu'il voulait avoir 5, c'est qu'il pensait que ça suffirait pour avoir plus. Donc, toutes les difficultés qu'on va rencontrer, c'est de se dire pourquoi la personne a fait ça et pourquoi elle pensait que ce serait suffisant. Qu'est-ce qu'elle a derrière? Qu'est-ce qu'elle veut? Parfois, on arrivera à rattraper en expliquant, en accompagnant et en poussant. Et en poussant, c'est moi qui dois faire la démarche d'accompagner. Parfois, il faudra se rendre compte qu'on a tout essayé et qu'il faut arrêter de perdre du temps. C'est ça la difficulté, il faut trouver la limite entre la persévérance et l'obstination. Si je persévère pas assez, il n'y aura pas de changement. Mais à un moment, il ne faut pas tomber dans l'obstination quand il faut lâcher l'affaire. Mais il y aura tout un cycle d'accompagnement régulier qu'ils sont en train de faire et quand il sera fini, on verra avec d'autres managers. Il faut voir avec qui va être concerné, quelles sont les équipes que tu auras. Si je peux aider par mon discours à former des gens pour te faire gagner du temps, c'est ça l'objectif. Donc, quand on aura identifié des managers, il y aura certainement un groupe. Aujourd'hui, les 3 suivent un accompagnement qu'on va étaler sur 3 mois. Tu feras probablement partie de la prochaine session. Et j'espère qu'on aura 1 ou 2 managers à mettre dedans, et probablement toi aussi, 1 ou 2 managers à mettre dedans. J'aurais bien voulu qu'ils soient là aujourd'hui, c'est ma grande question. À partir de maintenant, les prochaines sessions d'échange qu'on a, encore une fois, venez avec des cas concrets. Le déclic, tu l'as eu, le déclic, vous l'avez, avec les difficultés, d'accord, pas d'accord, etc. Mais de fait, dans les sessions qu'on va avoir, amener des situations en disant j'ai essayé ça, j'ai pas réussi, ou je ne sais pas comment faire telle ou telle situation, je vais avoir ça la semaine prochaine, j'ai peur de pas être dans le bon réflexe, et on en parle, et qu'on t'aide à dire voilà ce qu'il faut faire. Le regard extérieur, la valeur ajoutée d'un consultant, la plus grande valeur ajoutée, c'est de ne pas être dans votre quotidien. Si je pense comme vous, je ne vous apporte plus rien. Réflexe pour tout le monde. Quand tu es en ébullition, quand ton émotion est très forte, et une émotion de colère. La colère, c'est que votre inconscient vous dit mes valeurs ne sont pas respectées. Mon point de vue, et je trouve ça totalement injuste. Il est très important de prendre rendez-vous tout de suite. Pas de réagir, parce que là, tu risques de mal réagir. D'accord ? Ouais, justement. Oui, mais tu prends sur toi, c'est pas bon. Garder à l'intérieur, c'est pas bon. Donc, je prends rendez-vous tout de suite, en disant tu as raison, c'est le rush. Par contre, ce que je veux bien, c'est qu'on prenne rendez-vous demain. Alors, peut-être avec Scandair, etc. Pour dire, le lendemain, c'est quoi cette attitude, c'est quoi ce comportement? Ne surtout pas laisser passer et finir par ne pas en parler. Le mettre sous le tapis. Parce que je me suis détendu après, parce que je me suis calmé, parce que je ne veux pas faire de vagues. Non. Si tu as été en colère, c'est que tu es dans une vérité, en fait. Si tu estimes que son attitude, son comportement t'a mis dans un état d'agacement, c'est un déclencheur qui dit il faut qu'on en parle. Et c'est très souvent un problème d'attitude, pas de compétence. On s'énerve rarement pour un problème de compétence. Quelqu'un qui s'est trompé, il a fait un mauvais réglage et qui est désolé, tu t'énerves pas. C'est quand il y a de la mauvaise foi. Mais déjà, mais par contre, elle vient. Alors c'était quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai pas compris pourquoi tu m'as parlé sur ce ton, en fait. Non, mais c'était quoi le problème? Non, t'as pas compris. Il y a plus important. Je fais exprès. Non, mais je fais exprès. Je fais exprès. Si en fait le problème de la prise, ça y est, c'est réglé. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu me parles sur ce ton. Parce que si en plus tu parles sur ce ton à d'autres personnes, je pense qu'on a un problème. On n'a pas un problème de compétence, on a un problème d'attitude. J'aimerais qu'on en parle prochainement. Non, mais de quoi tu parlais? On va prendre rendez-vous. Et je vais faire exprès de mariner pour que l'autre, elle comprenne qu'il y a un vrai problème. On met pas assez d'importance au problème d'attitude et on en met beaucoup sur un problème de compétence. Et moi, je pense qu'il faut réinverser les choses. Quelqu'un qui a une bonne attitude, vous n'aurez pas de problème. Je ne sais pas faire, je vais apprendre. Quelqu'un qui est compétent mais qui n'a pas la bonne attitude, le jour où tu as besoin, il te trouve toutes les excuses du monde pour t'expliquer pourquoi il ne le fera pas. L'attitude aujourd'hui est importante et vous avez plus des problèmes d'attitude que des problèmes de compétence. Il y a un de mes mentors, il dit souvent manager, c'est comme être parent. Certains ne veulent pas l'être et certains ne devraient pas l'être. Et manager, c'est pas donné à tout le monde. Manager, tu dois avoir envie d'aider les autres. Alors, pas de les aider, ça c'est un responsable technique, tu dois avoir envie de les aider à grandir. Et ça, c'est une vraie intérêt. Quand tu veux faire grandir, un bon manager, il fait grandir les gens et il est content quand les gens lui disent écoute, je vais partir parce qu'en fait, tu m'as tellement fait grandir que maintenant, je veux ta place en fait. Mais je veux pas la tienne parce que je te respecte, donc je vais aller la chercher ailleurs. Quand on est un parent, quand on est un parent et que ça se passe bien, normalement, à 22, 23 ans, ton gamin, il dit je veux partir. Ça te fend le cœur? Ouais. Si ton gamin à 45 ans, il veut toujours pas partir, tu as raté un truc. Et c'est pareil avec les collaborateurs. Donc, si tu n'as pas envie que les gens grandissent, et j'en ai vu plein, j'ai vu pas mal de managers qui, parce qu'ils sont pas à l'aise, parce que justement, ce sont des très bons techniciens qu'on a fait grandir trop vite et pas bien, ils essaient de garder les autres en dessous de leur niveau de compétence.
Et c'est pas des gens qui font grandir, ça y est, c'est mon tour. C'est pas des gens qui essaient de faire grandir, c'est des gens qui essaient de pas faire grandir les gens. Ouais, de les garder. Et ça se traduit justement souvent par, écoute, tu as un problème, bouge pas, je m'en occupe. Bah non, mais explique-moi. Non, mais tu sauras pas faire. Je garde le savoir. Bah, si tu gardes le savoir, t'es pas un manager. Le manager, il transmet son savoir. C'est le b.a.-ba. Et les chefs, c'est ce qu'ils faisaient. Les chefs, ils gardaient du savoir pour eux, pour être indispensables. Et quand ils partaient en vacances et que c'est la galère, t'as vu à quoi je suis indispensable? Ah non, t'es un connard, puisque quand t'es pas là, on sait pas travailler. L'intérêt de l'entreprise, tu le passes après ton intérêt perso. Tu m'intéresses pas. Ça traduit la mentalité. Et c'est ce que tu es en train de dire là, quoi. Quand ils voient un potentiel, ils ont envie de l'aider. Tu vois, vraiment, il y a cette envie d'aider. Là, t'es pas tombé sur la bonne personne. C'est pas un manager. C'est quelqu'un qui était content d'avoir un système en place et dont la priorité, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon truc et surtout de toucher à rien. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis pleinement d'accord. Ça n'a pas de sens, en fait. Je suis pleinement d'accord et j'aimerais que tu aies la même réflexion en te disant le manager doit se dire, ouais, quand tu as le bon manager en place, on est d'accord. Le manager se dise, le service s'est pas bien passé, c'est ma faute. C'est ma faute. Et c'est pas la faute du directeur, mais c'est ma faute. Et justement, tout était en place, j'avais l'équipe, j'avais les gens, j'avais machin. Le service s'est pas bien passé, c'est pas la direction, c'est moi. Et je prends la responsabilité. Là, on aura bien avancé. Très intéressant. Mais par contre, tu peux commencer à leur en parler pour leur dire que c'est vers ça qu'on va tendre et qu'ils seront accompagnés. Alors, mais ils savent de quoi. Quand je vous vois réagir par rapport à ce schéma-là, il y a peut-être en effet un truc à faire propre et à imprimer pour que dans les bureaux, ça apparaisse un peu partout et que les gens soient conscients du rôle de chacun d'une manière très basique. Moi, équipier, je suis responsable de la bonne tenue du service. Moi, manager, je suis responsable du bon déroulement des 5 prochains rushs. Moi, directeur, je suis responsable du planning et qu'il soit bien rempli. Et que ça soit juste clair pour tout le monde, pour que les gens puissent peut-être se repérer. Je vois que ce schéma vous a beaucoup parlé. Il devrait parler à vos équipes. Donc, utilisez-le, affichez-le, expliquez-le. Et comme tu viens de dire, là où le gars va dire, attends, mais t'as vu les responsabilités que tu me demandes, je sais pas comment faire. C'est normal. On va te former, on va t'accompagner. On sait qu'il y aura la formation plus tard, etc. Donc, on le fera. Mais commencer à en parler pour définir l'objectif, peut-être une bonne chose plutôt que de leur imposer à un moment donné un peu vite. Préparez l'idée, préparez le terrain. Essayer, c'est un mot à bannir. Essayer, c'est un super mot. Partez à la chasse de essayer. Quand vous entendez quelqu'un dire « je vais essayer », c'est qu'il n'est pas pleinement convaincu. Un collaborateur qui vous dit « je vais essayer », tu dis « stop, reviens ». Pourquoi tu me dis que tu vas essayer? Ah, je suis pas sûr que… Et il a certainement raison. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste un mot qui va vous servir à détecter la croyance et le risque. T'invites un copain et tu dis, écoute, ce week-end, je fais un barbecue, tu viens, il dit, ah, je vais essayer. Tu viens ou tu viens pas, en fait? Bah, en fait, j'ai un truc de prévu, je vais voir si je l'annule. Ok, bah, tu m'as expliqué, je sais. Mais tu ne laisses pas partir avec le gars qui dit, ouais, je vais essayer de venir. C'est quoi cette réponse? Tu croises tu vas à un match de boxe et tu croises le boxeur qui va sur lui, ouais, je vais essayer de gagner. Tu paries sur lui ou pas? S'il n'est pas en train de dire, je vais le démonter. Donc, essayez, cherche le message pour dire, hop, stop, reviens. Et toi, ne l'utilise pas, parce qu'à chaque fois que tu l'utilises, tu crées un doute. Si tu penses que tu dis, je vais essayer, et je comprends complètement, c'est très adapté, tu dis, je vais essayer, c'est que tu ne sais pas comment tu vas faire. Si on met un plan en place, tu vas dire, bah, je le fais, je suis le plan. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais au moins, je sais quoi faire. Donc le mot essayer, détectez-le, chassez-le. Chassez-le de votre vocabulaire et partez à la chasse en allant le choper ailleurs. Parce que quelqu'un qui vous dit, je vais essayer, il faut le faire parler encore. Je vais dans ton sens, juste pour rajouter, mais vraiment dans ton sens, et en rebondissant sur ce que tu disais. Il faut tendre vers ça. Tu l'as dit, hein, il faut tendre vers ça. Le plus dur, c'est de changer soi. Et le plus dur, c'est de changer soi. Parce que si vous changez vous, vous allez pouvoir changer le reste. Donc ça, c'est très bien pour tendre vers, justement, plus de responsabilités, amener les gens à plus de responsabilités. Si tu n'arrives pas à bosser 35 heures et que ce n'est pas assez pour toi, deviens directeur de 2 sites de production. Et pour être le directeur de 2 sites de production, il faut que tu aies des managers et des équipiers qui travaillent sans toi. Si ton inquiétude, c'est de ne pas assez travailler, non, mais je le connais d'autres personnes, donc je sais que ça existe. Je sais que ça existe, c'est pas un problème. Mais de fait, si tu veux servir le système intelligemment, change profondément, comme toi, pour arriver à un service comme on l'a dit là, parce que je pense que
Vous êtes tous d'accord avec tout ce qu'on a dit, j'ai pas de problème avec ça. Vous êtes tous d'accord, c'est vers ça qu'il faut tendre. Mais si ta peur, c'est de ne pas avoir assez de travail, arrange-toi pour devenir le directeur de 2 sites. Et en faisant 2 sites, avec tout ce qu'on a dit, tu pourras. Tu travailleras 2 fois plus que d'autres personnes, tu seras occupé, mais tu respecteras tout ce qu'on a dit par respect pour tous les autres sites. Parce que si toi, à l'inverse, lui, il change, il met tout ça en place, tu as un deuxième, un troisième, un quatrième site avec des gens qui font ça, et que toi, tu restes dans tes habitudes, tu vas devenir le mouton noir, qu'il va falloir qu'on combatte parce que tu ne donnes pas le bon exemple à tout le monde. Tu vois l'idée? Donc il faut tendre vers ça, il faut changer pour tendre vers ça. Et puis, comme on a dit, si aujourd'hui ton défoulement c'est 180 sur l'autoroute, peut-être trouver un autre défoulement. Je ne dis pas qu'il faut que tu arrêtes de défouler, il faut trouver un défoulement qui correspond. Si ta peur, c'est de ne pas assez travailler, il faut qu'on trouve une autre manière de travailler. Mais tu dois rentrer dans ce système-là. Et on ne peut pas mettre le système autour de toi, c'est pas possible. Voilà, je voulais juste le dire comme ça parce qu'il y a plein d'options, et c'est ce que tu dis là, il y a encore d'autres options derrière. Mais pour pouvoir accéder aux autres options, il faut que vous mettiez ça en place pour que vous trois, vous soyez dispensables. Tout ce que